Les néons de la salle d'audience 4B bourdonnaient comme des guêpes en colère. Je les fixais depuis 20 minutes, essayant de garder mon sang-froid pendant que l'avocat de ma femme faisait tout un spectacle, en examinant mes vêtements. « Votre honneur, j'aimerais verser au dossier la pièce 14, les 3 dernières fiches de paie de M. Demidov provenant de son emploi chez... Voyons voir. » Il feuilleta ses papiers avec une lenteur exagérée. « Ah oui, l'atelier de réparation automobile chez Mikhalich. 58 000 roubles par mois avant impôt. » Il laissa ce chiffre flotter dans l'air comme une mauvaise odeur. « Ma cliente, Amalia Demidova, gagne actuellement 850 000 roubles par mois en tant que directrice marketing senior chez Prestige Media. Leur fille, Zlata, fréquente l'école privée Istok. Les frais de scolarité annuels s'élèvent à 2 millions de roubles. Le revenu annuel de M. Demidov n'en couvrirait même pas la moitié. J'étais assis à la table de la Défense, vêtu d'une chemise bleue achetée en promotion chez Gloria Jean pour 900 roubles, et je ne disais rien. Mon avocat, un jeune défenseur public nommé Artemi Reznov, qui m'avait été assigné il y a 3 semaines, s'agitait nerveusement sur son siège. « Votre honneur, continua l'avocat d'Amalia, nous ne demandons rien de déraisonnable. La garde principale pour ma cliente, des visites surveillées pour messieurs Demidov 2 fois par mois, et une pension alimentaire calculée selon le pourcentage standard de ses revenus. » Il marqua une pause pour l'effet dramatique, ce qui, compte tenu de sa situation financière, représenterait environ 8 000 roubles par mois. Quelqu'un dans le public ricana. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qu'il s'agissait de la mère d'Amalia, Diana, une femme qui avait passé les 9 dernières années à me rappeler que sa fille avait fait un mésalliance en m'épousant. Monsieur Demidov, je levai les yeux. La juge Tamara Vladimirovna m'étudiait par-dessus ses lunettes de lecture. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris tirés en un chignon serré, le genre de visage qui avait vu toutes les ruses juridiques possibles et n'était impressionné par aucune. « Oui, votre honneur, vous avez été très silencieux durant cette audience. Avez-vous quelque chose à dire en réponse à la caractérisation de votre situation financière par la partie adverse ?» Je jetai un coup d'œil à Artemi. Il me fit un léger signe de tête. Nous en avions discuté. « Non, votre honneur, pas pour le moment. » L'avocat d'Amalia rit. Il rit carrément, là, en plein tribunal. « Votre honneur, je pense que le silence de M. Demidov en dit long. Il sait qu'il ne peut pas subvenir aux besoins de sa fille. Il sait que... » Maître Sherbakov. La voix de la juge coupa comme une lame. « Je ne vous ai pas demandé votre commentaire. J'ai posé une question à M. Demidov et il y a répondu. Sherbakov, Gleb Sherbakov, associé du cabinet d'élite Morozov, associé, dont l'heure de travail coûtait mon salaire mensuel au garage, eut la décence d'avoir l'air légèrement penaud. Mes excuses, votre honneur. » La juge Tamara Vladimirovna déplaça quelques papiers. Avant de passer aux plaidoiries finales, je dois confirmer certains détails pour le compte-rendu. Elle me regarda à nouveau. Monsieur Demidov, veuillez décliner votre nom légal complet. Je pris une inspiration. C'était le moment. Savin Tomasovitch Demidov. Le nom résonna dans la salle d'audience silencieuse. Le stylo de la juge s'arrêta de bouger. Elle leva lentement les yeux vers moi, et je vis la couleur quitter son visage comme l'eau s'écoule d'un évier. « Je vous demande pardon, dit-elle. » Sa voix soudainement très prudente. « Pourriez-vous répéter ?»« Savin Tomasovitch Demidov, votre honneur. » Elle me fixa pendant un long moment. Puis elle se tourna vers sa greffière, une jeune femme rousse aux mains nerveuses, et lui murmura quelque chose que je ne pus entendre. Les yeux de la greffière s'agrandirent. Elle se leva si vite que sa chaise racla bruyamment le sol, puis elle se précipita vers la porte derrière le siège du juge, ses talons claquant frénétiquement. Gleb Sherbakov fronça les sourcils. « Votre honneur, y a-t-il un problème ?» La juge ne répondit pas. Elle me regardait toujours. Mais son expression s'était complètement transformée. L'autorité froide avait disparu. À sa place, se trouvait quelque chose que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis très longtemps. De la peur,
Amalia se pencha vers son avocat, murmurant avec urgence. Je saisis des fragments. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi a-t-elle réagi comme ça? La porte latérale s'ouvrit. 2 hommes entrèrent dans la salle. Ils portaient des costumes sombres et se déplaçaient avec l'efficacité professionnelle des gens habitués à ce genre d'intervention. Des agences du FSB. Je reconnus les insignes à leur ceinture. Ils marchèrent directement vers la table de la partie plaignante, vers Amalia. Amalia Markovna Demidova. Dites-le, premier agent. Ma femme, bientôt mon ex-femme. Les regarda avec confusion. Oui, qu'est-ce que c'est? Je suis en pleine audience pour la garde de ma fille. L'agent sortit un document. Citoyenne Demidova, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, détournement de fonds publics à grande échelle et entrave à la justice. La salle explosa. Amalia hurla. Un véritable cri primal de choc et de déni qui rebondit sur les panneaux de bois des murs. Quoi? Non, c'est insensé, je n'ai rien fait. Gleb Sherbakov était debout, c'est scandaleux. Votre honneur, ma cliente est au milieu d'une procédure judiciaire. Quoi que ce soit, cela peut attendre. Cela ne peut pas attendre, maître. Le deuxième agent passait déjà derrière Amalia. Les menottes brillèrent sous les néons. Ce mandat a été signé par un juge fédéral il y a 2 heures. Votre cliente a le droit de garder le silence. Tout ce qu'elle dira pourra être retenu contre elle devant un tribunal. Ça vint. Les yeux d'Amalia trouvèrent les miens à travers le chaos. Le mascara coulait déjà sur ses joues, son maquillage soigné se dissolvant sous le poids de la panique. Savin, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne répondis pas. Je restai assis là, dans ma chemise bon marché. Et je regardais la femme qui avait passé les 18 derniers mois à me dire que je ne valais rien se faire traîner hors d'une salle d'audience les mains menottées. Mon nom est Savin Demidov. Il y a 3 ans, j'étais enquêteur principal pour le Rosfin Monitoring, l'agence de renseignement financier. J'avais une habilitation de sécurité, un salaire à 6 chiffres et l'accès à des informations qui pouvaient faire tomber des corporations et emprisonner des oligarques. Puis j'ai tout abandonné. Je suis parti, j'ai disparu, je suis devenu un simple mécanicien dans un petit atelier de la banlieue de Moscou. Pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je chassais quelque chose, quelqu'un. Et aujourd'hui, après 1,027 jours à jouer l'idiot, à laisser ma femme et sa famille croire que je n'étais rien, à endurer chaque insulte et chaque humiliation. Aujourd'hui, le piège s'est enfin refermé. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Septembre 2021. J'étais au sommet de ma carrière. 15 ans dans les services, promu enquêteur principal pour les crimes financiers complexes. Mon travail consistait à suivre l'argent, à démêler les fils de la fraude, du détournement de fonds et de la corruption à travers des sociétés écrans et des comptes offshore. J'étais bon, plus que bon. J'avais aidé à monter des dossiers qui avaient mis derrière les barreaux 3 gestionnaires de fonds spéculatifs, un sénateur et le directeur financier d'une entreprise du top 500 russe. Amalia et moi étions mariés depuis 6 ans à ce moment-là. Nous nous étions rencontrés lors d'un événement caritatif à Moscou. Elle travaillait dans les relations publiques pour une fondation. Elle était magnifique, sûre d'elle, le genre de femme qui rendait chaque pièce plus petite simplement en y entrant. Zlata est arrivée 2 ans après le mariage. Le jour de sa naissance, je l'ai tenue dans mes bras et j'ai pleuré. Cet être parfait, moitié moi et moitié la femme que j'aimais. J'ai juré de la protéger pour toujours. Pendant 4 ans, j'ai cru que nous étions heureux. J'avais tort. Le premier signe aurait dû être son changement d'emploi. Amalia a quitté son poste dans la fondation pour rejoindre Prestige Media, une agence de marketing de luxe qui la payait presque le triple de son précédent salaire. Le PDG, un homme nommé Aristark Volkov, l'avait recruté personnellement. C'est une opportunité incroyable, me disait-elle au dîner. Aristark pense que j'ai un potentiel de direction. Il veut être mon mentor. J'étais heureux pour elle. Ma femme, l'étoile montante. Au début, je ne remarquais pas ses retours tardifs. Mes propres horaires étaient imprévisibles. Les crimes financiers ne suivent pas un planning de bureau classique.
Quand Amalia a commencé à rentrer à 22, 23, parfois minuit, je pensais qu'elle travaillait simplement dur. Je ne remarquais pas non plus les nouveaux vêtements, les sacs de créateur, les chaussures au prix de mon ancien salaire. Je pensais qu'elle se faisait plaisir avec son argent. Ce que je remarquais, en revanche, c'était la distance. Nous ne parlions plus de nos journées. Nous ne dînions plus ensemble. Zlata devint le seul fil nous reliant. Nous orbissions autour d'elle, comme deux planètes, ayant oublié qu'elles partageaient le même soleil. « Tu te fais des idées », disait Amalia quand j'essayais d'aborder le sujet. « Je suis juste stressé. Le travail est exigeant, mais on ne se voit presque plus. Alors peut-être que tu devrais travailler moins au lieu de me reprocher de travailler plus. » Les disputes ont commencé. D'abord petites, puis de plus en plus graves. En octobre 2021, je suis rentré plus tôt d'une conférence à Saint-Pétersbourg, mon vol avait été avancé. J'ai trouvé Amalia dans notre chambre, avec Aristark Volkov. Le cliché de la situation m'a presque fait rire. Le mari qui rentre à l'improviste. La femme qui cherche ses vêtements. L'autre homme, soigné, les tempes grisonnantes, sentant le parfum coûteux, essayant de garder sa dignité en boutonnant sa chemise. Savine, ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, Amalia. Aristark Volkov s'avança, les mains levées comme s'il calmait un animal sauvage. Savin Tomasovitch, respirons tous un grand coup. Ces choses arrivent. Des adultes peuvent discuter de cela rationnellement. Je le regardais. Vraiment. Je faisais ce métier depuis 15 ans. Je savais lire les gens, leurs micro-expressions, leurs tics. Et à ce moment-là, en regardant Volkov, je vis quelque chose qui allait au-delà du simple adultère. L'arrogance. La certitude absolue d'être intouchable. « Sors de chez moi » dis-je calmement. « Maintenant, avant que je ne te jette dehors » Il partit. Amalia le suivit jusqu'à la porte, lui murmurant quelque chose. Quand elle revint, son visage avait changé. La culpabilité était là, mais en dessous se cachait quelque chose de plus dur, de calculé. « Je veux le divorce, » dit-elle. « D'accord. » Elle cligna des yeux. Elle s'attendait à ce que je me batte, que je supplie. « D'accord. C'est tout ce que tu as à dire ? Que veux-tu que je dise, Amalia ? Tu couches avec ton patron. Notre mariage est terminé. » Elle croisa les bras. « Je veux la maison. Je veux la garde exclusive de Zlata. Et je veux que tu comprennes qu'Aristark a de très bons avocats. Je n'en doute pas. Et tu ne vas pas te battre ? » Je pensais à Zlata, à la vie que nous avions construite, aux heures passées à poursuivre des criminels. Et je repensais au visage de Volkov. À cette confiance absolue, quelque chose cliqua dans mon cerveau d'enquêteur. Un schéma que j'avais vu dans des dizaines d'affaires. « Non, » dis-je lentement. « Je ne vais pas me battre. Pas encore, en tout cas. Cette nuit-là, après qu'Amalia soit partie chez une amie, ou plus probablement dans le pantouse d'Aristark, je me suis assis dans mon bureau et j'ai commencé à creuser. Prestige Média m'avait toujours semblé étrange. Une petite agence qui décrochait des contrats avec les plus grandes entreprises d'État. Un PDG vivant comme un milliardaire avec seulement 40 employés. Une liste de clients comprenant des sous-traitants de la défense et des géants pharmaceutiques. Il me fallut 2 heures pour trouver la première irrégularité. Et 2 semaines pour comprendre l'ampleur du système. Aristark Volkov ne dirigeait pas seulement une agence de marketing, il dirigeait une blanchisserie d'argent. Et ma femme était au cœur du système. J'aurais dû le signaler immédiatement. Le protocole l'exigeait. Mais il y avait un problème. Volkov avait des relations. Des relations sérieuses. Dans sa liste de clients figuraient des gens capables de faire disparaître une enquête ou d'enterrer des preuves d'un simple coup de téléphone. Si j'étais passé par les voies officielles, le risque que Volkov soit prévenu était immense. Et alors, les preuves s'évaporeraient. Pire encore, ma fille vivait dans une maison avec un homme dirigeant un empire criminel. Si je bougeais trop vite, Zlata pourrait se retrouver entre 2 feux. J'ai donc pris une décision qui m'a tout coûté pour finalement tout me rendre. Je suis allé voir la seule personne en qui j'avais confiance. Lev Ismailovitch, mon mentor, 63 ans, à 3 ans de la retraite, l'homme le plus incorruptible que je connaisse.
Nous nous sommes rencontrés dans une gargote de Khimki, le genre d'endroit où personne ne regarde, à 2 fois 2 hommes en costume discutant discrètement. « Tu es sûr ?» demanda Lev Ismailovitch quand j'eus tout exposé. J'ai tracé 5 milliards de roubles à travers Prestige Media, rien que sur les 18 derniers mois. Des sociétés écrans, des comptes à Chypre, des faux frais de conseil. Et ta femme? Je remuais mon thé. Elle signait les factures, autorisait les paiements. Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle fait réellement? Je ne sais pas. Être s'est-elle convaincue que c'est de la comptabilité créative? Ou être qu'elle sait et qu'elle s'en fiche? Je ne répondis pas. Je ne voulais pas y penser. Lev Ismailovitch resta silencieux longtemps. Puis il dit ce que je craignais. Tu dois te retirer, Savin. Tu es trop impliqué. Le conflit d'intérêts est un euphémisme. Je sais. Si quelqu'un apprend que tu enquêtes sur l'employeur de ta propre femme, tu perdras ton job, ton habilitation, tout, je sais. Lev Ismailovitch, c'est pour ça que je demande l'aide d'un ami, pas d'un supérieur. Il m'étudia longuement. Finalement, il hocha la tête. De quoi as-tu besoin? Je dois quitter le service discrètement. Une raison qui ne soulève pas de soupçons. Tu veux agir sous couverture? En quelque sorte, mais officieusement. Je veux démissionner, de manière à ce qu'on croie que le divorce m'a brisé, que je n'ai pas supporté le stress. Si je reste enquêteur, les gens de Volkov me surveilleront. Mais si je deviens juste un énième fonctionnaire raté, que sa femme a quitté pour un riche, personne ne prête attention aux perdants. Et pendant que je jouerai les ratés, je continuerai à creuser, pour bâtir un dossier si solide que personne ne pourra le faire disparaître. Lev Ismailovitch secoua lentement la tête. On parle d'années, Savin, des années de faux-semblants, des années à voir ta femme et ta fille vivre avec l'homme que tu essaies de détruire. Je comprends. Et si Amalia obtient la garde exclusive, si tu perds l'accès à Zlata, ma mâchoire se crispa. Alors je le perdrai temporairement. Mais quand ce sera fini, quand Volkov sera en prison et qu'Amalia sera inculpée, je la récupérerai pour toujours. Tu paries tout sur une seule carte. Non, je parie tout sur la vérité. La vérité finit toujours par sortir, Lev Ismailovitch. Parfois, elle a juste besoin d'un coup de pouce. 2 semaines plus tard, je démissionnais pour raisons personnelles. 3 mois plus tard, je travaillais au garage chez Mikhalich, gagnant une misère et vivant dans un studio miteux. L'enquête avait commencé. Pendant les 2 ans et demi suivants, je bâtis mon dossier dans l'ombre. Le jour, je réparais des voitures freins, vidanges, transmissions. Mes collègues pensaient que j'étais juste un type d'âge moyen qui avait touché le fond. Ils me payaient des bières en me disant que ça irait mieux. La nuit, je devenais quelqu'un d'autre. J'avais installé un poste de travail sécurisé dans mon studio, disque crypté, VPN, téléphone jetable. Lev Ismailovitch me transmettait des infos quand il pouvait, mais je travaillais surtout seul, suivant l'argent fil par fil. Le système de Volkov était plus vaste que je ne l'imaginais. Prestige Media n'était que la partie émergée. Dessous se cachait un réseau de firmes dans 12 pays, déplaçant l'argent pour des clients qui ne pouvaient pas se permettre de voir leur nom apparaître. Cartels, trafiquants d'armes, politiciens, corrompus. Et au centre, tirant les ficelles, Aristark Volkov, l'homme qui avait convaincu le monde qu'il n'était qu'un publicitaire à succès amateur de Grand Cru. Le rôle d'Amalia devint plus clair. Elle n'était pas une participante involontaire. Elle gérait activement les flux, créait les fausses factures, coordonnait avec les banques offshore. Je ne pouvais pas dire si elle avait été piégée au début, ou si elle savait tout depuis le départ. Mais au moment où j'eus assez de preuves, elle était trop impliquée pour plaider l'ignorance. Le plus dur n'était pas l'enquête, c'était Zlata. L'accord de garde me donnait un week-end sur 2. Amalia se battait même contre ça, affirmant que mon mode de vie instable nuisait à ma fille. « Il travaille dans un garage », disait-elle au médiateur. « Il vit dans un trou à rats. Quel exemple donne-t-il à sa fille ?» Je ne résistais pas.
Je ne pouvais pas me permettre d'avoir l'air d'avoir des ressources. Je prenais donc les miettes qu'on me donnait. Zlata était d'abord perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi papa avait quitté son travail important. « Papa, on est pauvre maintenant ?» demanda-t-elle un jour. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, » répondai-je. « J'ai toi. Aristarque dit que tu as abandonné, que tu n'as pas supporté la pression. Il me fallut un effort surhumain pour ne pas exploser. Les gens disent beaucoup de choses, mon ange. Ce qui compte, c'est la vérité. Et c'est quoi, la vérité ? Je l'embrassai. C'est que je t'aime plus que tout au monde. Et qu'un jour, tu comprendras pourquoi papa a fait ce choix. » Elle ne comprenait pas alors, mais elle allait comprendre. Début 2024, j'avais tout. 12 sociétés écrans documentées. 2 milliards de roubles de transactions illégales tracées. Relevés bancaires, emails, enregistrements. Une toile de preuve dont aucun avocat ne pourrait la sortir. Mais il y avait un problème. Le timing. Si j'allais voir les autorités maintenant, Amalia serait arrêtée immédiatement. Et Zlata serait placée en garde temporaire, soit chez ses grands-parents qui me détestaient, soit en foyer. Je devais contrôler le moment de l'impact. Et là, Amalia me donna l'opportunité parfaite. Le divorce était fini depuis 1 an, mais elle ne cessait de me harceler juridiquement. En février 2024, elle déposa une motion pour réduire mes visites à 1 fois par mois, avec surveillance, prétextant mon incapacité à maintenir un standard de vie décent. La vraie raison ? Volkov perdait patience. Il voulait adopter Zlata, et ma présence le gênait. « On doit répondre à ça », me dit Artemi Reznov, quand il reçut la notification. Il venait de finir son droit, à signer à mon dossier car j'étais considéré comme indigent. Un bon gars, sincère, mais totalement dépassé. « Ne réponds pas, dis-je. »« Quoi ? » ?»« Savin, si on ne répond pas, elle gagne par défaut. Tu peux perdre ta fille. Laisse-la croire qu'elle gagne. Laisse-la demander une audience complète. Pourquoi tu voudrais ça ? Je le regardais. Parce que j'ai besoin qu'elle soit dans une salle d'audience un jour précis, devant une juge précise. Artemi me fixa. Qu'est-ce que tu me caches ? Beaucoup de choses. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Fais ce que je te dis. Laisse-la mener son audience. Et quand on entrera dans la salle, ne dis pas un mot avant que je t'y autorise. C'est de la folie. Peut être. Tu le feras ? Artemi me regarda longuement. Ce qu'il vit dans mon visage dut le convaincre. D'accord, mais si ça te pète à la figure, je te dirai, je te l'avais dit. C'est juste. L'audience fut fixée au 17 juin. J'avais 4 mois pour placer les dernières pièces. La première, Lev Ismailovitch. Il était à la retraite, mais ses contacts étaient intacts. Il avait des gens au FSB et au comité d'enquête, en qui on pouvait avoir confiance. « C'est prêt ?» demanda-t-il à notre gargote habituelle. Je fis glisser une clé USB sur la table. Tout y est. 3 ans d'enquête. Chaque transaction, chaque nom, il prit la clé. Tu sais qu'une fois que je l'aurai remise, on ne pourra plus reculer. Ils agiront vite. Je sais. Amalia risque une peine réelle. Des années. Je le sais aussi. Et ça te convient ? C'est la mère de Zlata. Je pensais à ma fille, élevée dans le luxe, grâce à de l'argent sale par une femme ayant troqué son intégrité contre la richesse. Zlata mérite de connaître la vérité, dis-je. Elle mérite de grandir sans mensonge. Lev Ismailovitch hocha lentement la tête. Quand veux-tu qu'ils interviennent ? Le 17 juin. Il y a une audience pour la garde. Je veux qu'Amalia reçoive son mandat en plein tribunal. C'est théâtral. C'est juste. La deuxième pièce. La juge Tamara Vladimirovna. J'avais étudié tous les juges. La plupart étaient compromis. Mais elle était différente. Son frère avait été tué par un chauffard ivre. Il y a 20 ans, un banquier qui s'en était tiré avec du sursis grâce à ses avocats. Elle avait dédié sa carrière à s'assurer que l'argent n'achète pas la justice. De plus, elle était ancienne procureure. Elle reconnaîtrait mon nom à la seconde où je le prononcerais. La troisième pièce. Le timing. Le groupe d'intervention accepta d'entrer à exactement 10h45, le 17 juin, 15 minutes après le début de l'audience.
assez longtemps pour qu'Amalia et son avocat étalant leur arrogance, assez vite pour qu'ils ne sentent pas le piège. Tout était prêt. Je n'avais plus qu'à entrer en chemise Gloria Jeans et les laisser me sous-estimer une dernière fois. Le matin du 17 juin, je me réveillai à 5 du matin. Je pris une douche, me rasai et mis mes vêtements les plus simples. Téléphone vibra. Message de Lev Ismaïlovitch. Groupe en position. Feu vert confirmé. Bonne chance. Je pris une grande inspiration. Il était temps de récupérer ma fille. Le chaos dans la salle 4B dura environ 7 minutes. Amalia hurla tout le temps qu'on lui mettait les menottes. Elle hurlait sur moi, sur les agents, sur Sherbakov pour qu'il fasse quelque chose. Sherbakov tenta de protester. Mais les mandats fédéraux se moquaient bien du prix de son heure. Quand on l'eut enfin emmené, le silence tomba. La juge retira ses lunettes et me regarda. « Monsieur Demidov, ou devrais-je dire ancien enquêteur principal Demidov, ça vint suffit amplement, votre honneur. » Elle m'étudia longuement. J'ai pris connaissance de la note de synthèse fournie par le FSB ce matin. Je dois dire qu'en 23 ans de carrière, je n'ai jamais vu rien de tel. Je vous présente mes excuses pour le désordre dans votre salle. Ne vous excusez pas. Une lueur d'admiration brilla dans ses yeux. L'avocat de votre ex-femme a passé l'heure écoulée à me prouver que vous étiez un mauvais père parce que vous travailliez dans un garage. Pendant ce temps, vous meniez une enquête de 3 ans qui vient de démanteler l'un des plus gros réseaux de blanchiment du pays. Sherbakov, encore blême à sa table, balbutia. « Votre honneur, je n'avais aucune idée des affaires de ma cliente. Épargnez-moi ça, maître. Vous allez bientôt avoir des problèmes bien plus graves que cette garde d'enfants quand on commencera à vérifier le conseil juridique de Prestige Média. » L'avocat s'effondra sur sa chaise. La juge se tourna vers moi. Compte tenu des circonstances, je suspends tout accord de garde actuel. Cependant, au vu des preuves et de l'inaptitude flagrante de l'environnement maternel, je vous accorde la garde exclusive temporaire d'urgence de votre fille avec effet immédiat. Je fermai les yeux. 3 ans. 1,027 jours à jouer le raté. Et enfin, Zlata rentrait à la maison. Monsieur Demidov. Je rouvris les yeux. Oui, votre honneur. Allez chercher votre fille. Et la prochaine fois que vous viendrez dans ma salle, elle esquissa un sourire. Mettez ce que vous voulez. L'école n'était qu'à 15 minutes. Je conduisais en silence, les mains calmes sur le volant. L'adrénaline retombait, remplacé par quelque chose de paisible. Ce n'était pas un triomphe. C'était le moment où l'on pose enfin un fardeau porté si longtemps qu'on en avait oublié comment se tenir droit. La gymnasia à Istok était tout ce qu'Amalia voulait pour Zlata. Des bâtiments de pierre, des pelouses tondues, un monument à la croyance que l'argent achète l'avenir. Je me garai sur le parking visiteur. Ma vieille voiture de 12 ans faisait figure d'intrus parmi les Mercedes et Range Rover et j'allais à l'administration. Je viens chercher Zlata Demidova, dis-je. J'ai une ordonnance judiciaire pour une garde d'urgence. 20 minutes plus tard, Zlata apparut à la porte. Elle avait l'air perdue, effrayée, dans son uniforme scolaire. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?»« On m'a sorti des cours. »« Yemelevai. »« Salut, mon ange. Où est maman ?» Elle devait passer me prendre. Je m'approchai et m'accroupis à sa hauteur. Elle avait 11 ans, presque 12. Plus une petite fille, mais pas encore une adolescente. « Zlata, je dois te dire quelque chose, et je dois te demander d'être courageuse. » Ses yeux s'agrandirent. « Maman va bien? Elle n'est pas blessée? Elle va bien physiquement, mais elle a des ennuis avec la justice. Elle a fait des choses qui étaient mal, et elle doit maintenant en répondre. Quelle chose? » Je pris ses mains. « Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi j'avais quitté mon ancien travail, pourquoi je réparais des voitures? » Elle hocha lentement la tête. « J'ai arrêté parce que j'ai découvert que des gens proches de nous faisaient de mauvaises choses. Ta maman les aidait, Zlata. Je ne sais pas si elle a compris la gravité au début, mais elle en faisait partie. » Le visage de Zlata se crispa. « Non, maman ne ferait pas ça. Elle n'est pas une criminelle. C'est ma maman. Je sais, et elle t'aime toujours. Ça n'a pas changé. Alors pourquoi?
Les larmes coulaient maintenant. Pourquoi tu l'as dénoncée? Pourquoi tu ne pouvais pas laisser tomber? Je la serrai contre moi. Elle résista d'abord, puis s'effondra en sanglots, parce que la vérité compte, ma chérie, même quand ça fait mal. Ta maman a fait des choix, de mauvais choix, et ces choix ont des conséquences. Mais ça ne veut pas dire que TU a fait quelque chose de mal. Et ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de t'aimer. Je veux la voir. Tu la verras, je te le promets. Mais pour l'instant, tu rentres avec moi. Elle se recula et me regarda. Mais ton appartement est trop petit. Malgré tout, je manquais de rire. Oui, c'est vrai. On va trouver une solution. Je ne veux pas quitter mon école. On en discutera aussi. Je ne veux rien de tout ça. Je sais, ma petite. Moi, non plus. Je me levai et lui pris la main. Elle ne la retira pas. Papa. Oui? Tu as vraiment travaillé dans ce garage tout ce temps juste pour attraper maman? Je pensais aux nuits dans mon studio, sur les rapports financiers, aux journées sous les capots avec les mains noires de cambouis. Pas seulement pour l'attraper, dis-je, pour te protéger, pour m'assurer que quand la vérité sortirait, tu aurais un endroit sûr où te poser. Zlata resta silencieuse un instant. C'est un peu badass, finit-elle par murmurer. Je riais, un vrai rire. Nous sortîmes de l'école ensemble. Ma vieille voiture attendait. Zlata la regarda, puis me regarda. On va quand même acheter une meilleure voiture, hein? Avec le temps. Promis. Je lui ouvris la porte. Elle monta, et je pris le volant. En démarrant, je regardais le bâtiment scolaire dans le rétro. Je pensais à Amalia, en cellule, à Aristark Volkov, arrêté dans son bureau de Moscou City. Et je pensais aux 3 dernières années. Chaque sacrifice, chaque humiliation. Tout avait mené ici. Papa. Oui? On point alla au faukusno itorka. Jesuis affamé. Je souris. Waimunanga, unifor. Les procès durèrent 18 mois. Aristark Volkov passa le premier. Les preuves étaient accablantes. Témoignages, traces écrites, aucun avocat ne put le sauver. Il fut condamné à 23 ans de régime sévère. J'étais dans la salle quand le verdict tomba. Volkov me regarda quand on l'emmena. Il n'y avait plus d'arrogance, juste le vide d'un homme qui n'avait plus de cartes à jouer. Je ne dis rien. Le procès d'Amalia fut plus dur à voir. Les procureurs lui offrirent un accord. Témoigner contre Volkov en échange d'une réduction de peine. Elle refusa d'abord, persuadée que les relations d'Aristarque les sauveraient. Elles ne les sauvèrent pas. Quand elle finit par accepter, c'était trop tard pour les meilleures conditions. Elle prit 7 ans. Zlata pleura quand je lui annonçai. Des larmes plus calmes, plus tristes. Les larmes d'un enfant qui réalise enfin que sa mère n'était pas celle qu'elle prétendait être. Je pourrais aller la voir? Bien sûr, aussi souvent que tu voudras. Nous reconstruisîmes nos vies lentement. Je quittai le garage. Mikhalitch, le patron, eut les larmes aux yeux. Le meilleur mécanicien que j'ai eu, dit-il, même si tu étais une sorte d'agent secret. Je lui serrai la main. Je ne mentais pas quand je disais que j'aimais ce travail, Mikhalitch. Réparer des choses de ses mains, c'est honnête. On me proposa de reprendre mon poste au Rosfin Monitoring à un grade supérieur. Je refusai. 3 ans sous couverture m'avaient changé. Je ne voulais plus passer ma vie dans un bureau. J'utilisais mes économies. Lev Ismailovitch avait fait en sorte que mon salaire soit versé sur un fonds spécial. J'achetais une petite maison dans un quartier calme, avec un jardin et un garage, où je continue de bricoler. Rien de luxueux, juste assez. Zlata entra dans une école publique à l'automne. Elle râla d'abord, puis se fit des amis, rejoignit l'équipe de foot et me dit un soir que tout ici semblait vrai. Vrai? Demandai-je. Dans l'autre école, tout le monde faisait semblant. Prétendant être riche, heureux, s'aimer. Ici, les gens sont juste des gens. C'est mieux? Oui, je pense. Je devins consultant pour les forces de l'ordre sur les crimes financiers. Le travail est flexible et me permet d'être là pour le dîner. Lev Ismailovitch vint nous voir 1 an après. Nous étions sur la terrasse, à boire du thé en regardant Zlata jouer au ballon. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, Savin, dit-il. 3 ans. La plupart auraient craqué.
La plupart n'ont pas une fille à protéger. Ce n'est pas seulement ça. Tu aurais pu tout dénoncer tout de suite, prendre une victoire facile. Mais tu savais que ça ne suffirait pas. Volkov avait trop d'appui. L'affaire aurait disparu. Peut-être que je voulais juste être sûr qu'il n'y ait aucune issue. Plus tard, cette nuit-là, quand Zlata dormait, je restais seul dans le salon. La maison était calme. Sur la table trônait une photo, la seule gardée de mon ancienne vie. Zlata a 3 ans, riant. Cette petite fille n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle ne savait pas que son père passerait 3 ans à faire semblant d'être un raté pour la sauver. Mais elle a survécu. Nous avons survécu. Les gens vous sous-estimeront. Ils regarderont vos vêtements, votre travail, votre compte en banque et penseront connaître votre valeur. Ils riront, vous mépriseront, vous effaceront. Laissez-les faire, car la vérité se moque de l'apparence. La vérité se moque des costumes de créateurs ou des avocats chers. La vérité attend, patiente comme la pierre, que le moment vienne de se révéler. Et quand ce moment vient, tout change. Zlata me demande parfois si je regrette. Ces 3 années au garage pendant que sa mère faisait la fête dans un manoir de milliardaires. Je lui réponds toujours la même chose. Je le referai sans hésiter. Pas pour la vengeance. La vengeance est creuse. Je l'ai fait pour la vérité. Je l'ai fait parce que certaines choses sont plus importantes que le confort ou la fierté. Ma fille méritait de grandir en sachant que son père ne cesserait jamais de se battre pour elle, peu importe le prix. Alors, ma question est, que sacrifieriez-vous pour protéger ceux que vous aimez? Jusqu'où iriez-vous pour que la vérité éclate? Je suis allé au tribunal dans une chemise à 900 roubles et je les ai laissés rire de moi. Parfois, ceux qui ont l'air de n'avoir rien sont ceux qui tiennent toutes les cartes.